Samedi 11 décembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Visite du ministre croate des Affaires étrangères Gordan Grlić Radman à Alger. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra. On en parle dans un instant. Le 11 décembre, une date clé de la guerre de libération nationale, les manifestations du 11 décembre 1960 que l'on commémore aujourd'hui dans le dossier de ce journal. Économie, première édition du Forum international de la femme à Alger. Plus de 3000 femmes, chefs d'entreprise ou porteuses de projets étaient présentes. Sport, football, plus que quelques minutes avant la dernière rencontre du quart de finale de FIFA Coupe arabe, l'Algérie affrontera le Maroc à 20h. Nous le disions donc en titre, le ministre croate des Affaires étrangères, Gordan Grlić Radman, en visite à Alger. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Cette visite de travail vise à renforcer les liens traditionnels d'amitié entre les deux pays et la coopération économique bilatérale. Sofiane Baroudi a couvert l'événement. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ramtan Lamamra, a reçu au siège du ministère son homologue croate, M. Gordan Grlić Radman. Cette visite est une première à un tel niveau. Le ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes de la République de Croatie a conduit à Alger une délégation composée principalement d'hommes d'affaires. Cette rencontre et cette visite du ministre des Affaires étrangères croate est la première du genre en Algérie. Il y a eu déjà auparavant une visite du ministre des Affaires algérien à Zagreb. La rencontre d'aujourd'hui a été préparée par de nombreuses réunions et par des échanges politiques. Non seulement la Croatie, mais l'Union européenne regarde l'Algérie comme un partenaire important. Et pour nous, il est capital de coopérer plus étroitement avec nos voisinages de la rive sud. Nous sommes membres de l'Union pour la Méditerranée et nous nous sommes aussi rencontrés à Barcelone. Le chef de la diplomatie algérienne est revenu sur les principaux axes de cette visite, dont le point de presse qui a suivi la réunion conjointe. Il a à ce propos évoqué la perspective d'optimisation des échanges autour des principaux dossiers politiques d'intérêt commun, mais aussi celle de l'approfondissement du partenariat économique bilatéral. Il a également rappelé les liens profonds qui unissent historiquement l'Algérie à l'ex-Yougoslavie et son attachement principiel à l'organisation des pays non alignés. Historiquement, la Croatie était une partie de la Yougoslavie et on partage un nombre de principes et d'objectifs du mouvement des non-alignés dont l'Algérie est membre fondateur, représenté par le GPRA, et la Yougoslavie dirigée par le maréchal Tito. Pour sa part, M. Gordan Grlić Radman a exprimé la volonté de son pays vers l'affermissement des relations avec l'Algérie, notamment concernant le partenariat économique et commercial. Il a aussi souligné le rôle central que joue l'Algérie sur l'échiquier afro-européen et salué les efforts de la diplomatie algérienne dans les dynamiques de résolution de crise par les moyens pacifiques et politiques. Pour nous, c'est très important de voir la paix et la stabilité et de trouver des solutions aux conflits environnants à travers le dialogue. Un conseil d'affaires bilatéral est en cours de constitution et un forum économique aura lieu à Alger afin de booster l'horizon du partenariat bilatéral. M. Ramtan Lamamra a également rappelé l'attachement de l'Algérie à la concrétisation des décisions du dernier sommet Union africaine-Union européenne célébré récemment dans la capitale rwandaise Kigali.
Nous avons participé, moi et mon collègue, au dernier sommet de Kigali et nous avons élaboré des propositions pour le prochain sommet présidentiel Union africaine-Union européenne qui se déroulera à Bruxelles au mois de février prochain. Nous espérons que ce rendez-vous pourra construire les perspectives de partenariat stratégique afro-européen. Cette visite inaugure une nouvelle séquence du dialogue entre l'Afrique et le vieux continent. Et retour sur une date clé de la guerre de libération nationale, les manifestations du 11 décembre 1960 que l'on commémore aujourd'hui dans le dossier de ce journal. On commence avec cette conférence débat qui s'est tenue au siège du journal El Moudjahid. Pour l'occasion, Safwan Ben Sabri était sur place. 61 ans plus tard, les souvenirs sont encore vifs dans les mémoires de ceux qui ont assisté aux manifestations du 11 décembre 1960. Une date qui résonne encore plus d'un demi-siècle après les faits. C'est à l'occasion de la commémoration de cet événement majeur de la lutte pour l'indépendance qu'a eu lieu au siège d'El Moudjahid une conférence débat sur l'impact qu'ont eu ces manifestations sur la guerre de libération nationale. Plusieurs personnalités étaient présentes à ce rendez-vous, parmi eux Mohamed Bounana qui a rappelé les conséquences de ce soulèvement sur l'ordre colonial établi. Les manifestations du 11 décembre ont contribué à dégrader l'ordre colonial, à démanteler l'ordre colonial établi par les autorités colonialistes françaises. Le thème des archives de la guerre de libération a aussi été abordé lors de cette conférence, un sujet d'actualité étant donné les déclarations récentes de la ministre de la Culture française, Roselyne Bachelot, sur la réouverture des archives de guerre. Monsieur Bouchalfa Amazit, journaliste spécialiste dans l'histoire de la guerre de libération nationale, s'est prononcé sur la question. Les pays colonisés ont droit de recouvrement de leurs archives. C'est un droit et s'il faut porter ça devant les instances internationales, il faudra porter ça devant les instances. Mais nous n'allons pas continuer à mendier une partie de notre histoire, une partie de nous-mêmes. Une chose est sûre, l'histoire complète et impartiale du long chapitre de la colonisation n'a pas encore été écrite. Elle dépend notamment de la participation de tous les acteurs qui ont pris part à celle-ci. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau ce soir Monsieur Lounis Ait Aoudia. Bonsoir Monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Merci. Très heureux d'être sur le plateau d'Algérie News 24. Merci, monsieur. Vous êtes président de l'association des Amis de la rampe Louini Aresri à la Casbah, qui a pour vocation la réappropriation de la mémoire collective, de la culture, du patrimoine, avec un seul objectif, en direction de la jeunesse. Nous devons transmettre à cette jeunesse qui est avide de connaître son histoire. Et en parlant d'histoire, vous avez été témoin, vous avez même été acteur de ces manifestations du 11 décembre 1960. Absolument. Comment avez-vous vécu ces événements? Alors, comment ai-je vécu cet événement? C'était un 11 décembre. Oui. L'annonce de l'arrivée du général de Gaulle avait été annoncée. Oui. Le front de l'Algérie française avait donné ordre de faire une grève générale. Oui. Le général de Gaulle arrive à Intimouchent, il prononce son discours Algérie algérienne. Bien sûr, tous les ultras et les colons qui étaient ont réagi violemment, et voilà que des Algériens sont sortis, drapeau en tête, pour crier Algérie algérienne. Et pas que des Algériens, des Algériennes aussi, nous l'avions dit en coulisses. Nous allons parler justement des Algériennes et des Algériens. Alors, c'était le 11 décembre. Le 11 décembre, donc, la FAF avait, le front de l'Algérie française avait donné ordre pour une grève générale. Ça a commencé à Alger, à Bellecour. Tous les magasins, toutes les boutiques appartenant à des Français ont baissé rideau.
Et les Algériens, bien sûr, ont maintenu leur commerce le plus normalement du monde. Oui. Et voilà qu'on est allé par là plus violemment pour les obliger à descendre le rideau. Et c'est là où ça a commencé. C'est là où ça a commencé. C'est là où est la spontanéité de l'événement en ce qui concerne la ville d'Alger. Hein. Donc, nous étions, je suis natif du quartier de la Rome-Vallée, attenant à la Casbah d'Alger. Oui. Donc, nous avions eu des informations. Belcourt, il y a du sang qui a coulé, tout ça et tout ça et tout ça. Bon, le lendemain, il y a eu une manifestation. Le lendemain, on est sorti. Un cortège s'est formé. Des jeunes, des moins jeunes, des vieux, beaucoup de femmes, des femmes. Direction Belcourt. Mais voilà que le cortège a été arrêté par un dispositif militaire très impressionnant au bas de la rue Rondon, actuellement Ammar Ali la Pointe. Oui. Bon, alors ceux qui étaient en première ligne, j'avais 16 ans, c'était nos aînés qui commençaient à parlementer avec les militaires, de manière à les sensibiliser. Écoutez, nous voulons aller à Belcourt sans faire de mal, c'est pour nous rapprocher de nos familles. Nous avons nos familles, nous avions su que tout ce qui s'est passé, tout ça, nous sommes inquiets. Et comme réponse, c'était des coups de crosse sur le crâne. Dégagez. Et à un moment donné, on était là, à un moment donné, des cris collectifs de femmes. Je me suis retourné, j'ai vu des femmes habillées en haïk blanc qui demandaient à passer. Bon, on leur a cédé le passage, une aide d'honneur, elles sont parties. Alors, la première ligne qui était occupée par des hommes, elles ont occupé cette première ligne, les hommes se sont retrouvés derrière les femmes, et comment ont-elles demandé? Quel a été le dialogue avec l'armée française? Ya Haggarin, khalliouna njouzo. Des youyous, ils ont foncé sur le chevaux de frise, des barbelés, et c'est là où j'ai vu dans ma proximité une jeune femme c'était elle qui avait crié Ya Haggarin de venir. Alors, son voile blanc est devenu une bouillie rouge. Il est tombé devant moi. Alors, cette femme a été ramassée, prise. Nous sommes partis. Nous avions monté la rue, nous sommes montés par la rue Porte-Neuve. Et elle habitait où? Dans des baraquements d'El Qatar. Des baraquements d'El Qatar, c'est ce que recelait à l'époque ce qui est de la famélique, de la misère algérienne. Bon, alors, j'ai vu de mes propres yeux sa mère informée que sa fille, c'était sa fille, poussait des youyous en pleurant. Voilà. Oui. Donc c'est pour dire que ce jour-là, les hommes étaient courageux, mais les femmes, les Algériennes étaient intrépides. Merci pour ce fabuleux témoignage, Monsieur Lounisset Aoudia. Et on va revenir à un fait qui est un peu plus d'actualité. La ministre de la Culture française a récemment déclaré vouloir ouvrir les archives 15 ans en avance. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Il était temps. Ces archives, c'est la mémoire collective d'un peuple, du peuple algérien. Elles ont été confisquées. Je crois qu'il est temps. C'est un geste. Il faudra que ce geste soit porteur. Il faudra que ces archives soient bien conservées et exploitées de manière à ce qu'il y ait un travail méthodologique pour restituer ces archives à la mémoire collective du peuple algérien. Il en a besoin, surtout sa jeunesse. Voilà. Merci, Monsieur Lounisset Aoudia. Je le rappelle, vous êtes président de l'association des Amis de la Rampe Louini Aresri à la Casbah à Alger. Très bien. Et on va continuer à parler du 11 décembre 1960, histoire, guerre d'Algérie, un élan et une mobilisation algérienne qui a précipité la chute de l'administration française en Algérie. On le disait à l'instant, ce jour-là, des millions d'Algériens ont investi les rues. Cet élan populaire a précipité l'inscription par l'ONU de la question algérienne. Pour les millions d'Algériens descendus dans les rues ce jour-là, l'heure du départ du colon français était tout simplement venue. Mohamed Amin Aberkan. 61 ans après,
L'Algérie fête avec fierté les grandes manifestations qui ont marqué l'histoire de la révolution algérienne à tout jamais et qui ont ébranlé l'administration coloniale. Un sursaut d'orgueil des Algériens qui se voulaient dans la continuité du soutien indéfectible aux représentants légitimes de la révolution, le Front de Libération Nationale, le FLN, et de l'Armée de Libération Nationale, l'ALN. Malgré l'acharnement et la brutalité du colon français qui a fait ce jour-là environ 260 morts et des milliers de blessés, le 11 décembre 1960, des milliers d'Algériens sont descendus dans les rues d'Alger, d'autres grandes villes ont suivi, annonçant ainsi la couleur. Ces manifestations ont été aussi marquées par une énième tentative du colon français de faire de cette journée une journée des plus ordinaires possibles pour ne pas alerter l'opinion internationale de ces exactions commises et de sa barbarie dont il est coupable sur le sol algérien. Cette journée a précipité la chute de la présence française en Algérie. Une désillusion pour les défenseurs de l'Algérie française qui ont œuvré pour un seul objectif, celui de maintenir tout un peuple sous la domination coloniale et barrer la route à une éventuelle autodétermination du peuple algérien et à son droit à s'exprimer sur son indépendance, pourtant reconnue et soutenue par l'Organisation des Nations Unies. Le message des manifestations du 11 décembre 1960 était clair. Tout le peuple algérien s'est rangé du côté de ses représentants légitimes, le FLN et le GPRA. Une leçon de nationalisme algérien avec sa symbolique de l'attachement du peuple à ses valeurs et à sa liberté et qui a été le détonateur pour les différentes parties algériennes pour investir les organisations et les conférences internationales pour défendre la cause algérienne et porter la voix d'un peuple opprimé à tout un monde malgré les massacres et la domination coloniale abominable. Et on va parler, en direction de l'Espagne, plutôt on va parler de la conférence Le Coco. C'est à Las Palmas en Espagne que ça se déroule sur 2 jours, le vendredi 10 et aujourd'hui samedi 11 décembre. Cette conférence internationale de solidarité et de soutien du peuple sahraoui. Les travaux de cette rencontre avaient 4 grands thèmes principaux en rapport avec la situation dans les territoires sahraouis occupés. Tinhinan Makassi. Lors de son allocution à l'occasion de la 45e conférence internationale de solidarité et de soutien avec le peuple sahraoui, le Premier ministre du Sahara occidental, Boucharaya Beyoun, s'exprime sur l'accord de cessez-le-feu signé en 1991 entre le Sahara occidental et le Maroc. Nous sommes disposés à respecter l'application du plan de règles signé par les parties et ratifié avec sécurité. Rien d'autre n'est accepté. Tout le reste, c'est des tentatives et des fins d'imposer des pseudo-solutions pour légitimer l'occupation. Donc l'engagement sahraoui est de respecter et d'appliquer le plan de règlement signé avec le Maroc en 1991, pour lequel la mission Minurso a été créée. Nous sommes disposés et notre engagement à respecter que le plan soit appliqué. Toute autre tentative de pseudo-solution ne fait que poursuivre le système d'occupation et nous n'allons pas l'accepter. La rupture du cessez-le-feu est venue du fait qu'il voulait sortir du cadre du plan de paix. Donc cette rupture va se poursuivre. L'avenir de cet accord qui a été signé en 1991 entre le Polisario et le Maroc est menacé plus que jamais. Surtout que les exactions du Marzen dans les territoires occupés ne se comptent plus, en particulier ces derniers mois. Le Premier ministre réaffirme que la paix et le respect des lois internationales sont la solution privilégiée par le Polisario. Le jour où la communauté internationale et les puissances influentes qui ont des liens d'amitié avec l'ONU et avec le Sahara décident de rechercher la solution définitive au conflit, une solution qui respecte la loi internationale, nous, les Sahraouis, sommes les premiers à vouloir les accompagner sur cette voie. Sinon, nous ne nous mélangeons pas avec quiconque. Ça, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous sommes avec les internationaux qui font avancer la résolution du conflit. Face à une paix qui s'enlise de plus en plus, et ce depuis la signature de cet accord, surtout que le référendum d'autodétermination du Sahara occidental n'a pas encore vu le jour, et pourtant préalable à la signature de l'accord en 1991.
En Tunisie, la chef du gouvernement Nejla Bouden a confirmé lors de la 35e session des journées de l'entreprise à Sousse que le gouvernement avait commencé à préparer un projet d'accord avec le Fonds monétaire international sur un nouveau programme intégré. Elle a estimé que le projet d'accord enverra des signaux positifs aux investisseurs étrangers et aux pays amis désireux d'aider financièrement la Tunisie et enfin permettra une amélioration de la notation souveraine du pays. Entre la Libye et le Soudan, des dizaines de migrants et réfugiés, dont des enfants ou des femmes enceintes, continuent d'être expulsés à travers le désert du Sahara, le long de la zone frontalière, en l'absence de procédures régulières. Face à ces expulsions, l'ONU appelle Tripoli à protéger les droits de tous les migrants en Libye, quel que soit leur statut, à enquêter sur toutes les plaintes pour violations et abus et à traduire les auteurs en justice dans le cadre des procès équitables. Elle appelle la Libye à agir de toute urgence pour respecter ses obligations internationales, notamment le principe de non-refoulement et l'interdiction des expulsions collectives. Au Liban, une forte explosion s'est produite hier vendredi dans un camp de réfugiés palestiniens près de la ville de Tyr, dans le sud du pays, causant plusieurs blessés. Un responsable palestinien dans le camp, Abou Rachid El-Beik, où s'est produit l'incident, a indiqué que l'explosion a eu lieu dans un entrepôt qui contenait des bouteilles de gaz et d'oxygène. Pour rappel, le Liban accueille plus de 175 000 réfugiés palestiniens, pour la plupart dans les 12 camps du pays, selon des chiffres officiels datant de 2020. Alors que le président français Emmanuel Macron et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ont conclu fin septembre un accord pour la fourniture à la Grèce de 3 frégates de défense et d'intervention pour quelques 3 milliards d'euros, le gouvernement américain a donné hier vendredi son feu vert à une possible vente à la Grèce de 4 frégates, entrant ainsi en concurrence avec Paris, une annonce qui intervient 3 mois après le clash des sous-marins. Cette année, c'est le Royaume-Uni qui accueille les travaux du G7 à Liverpool. Il s'agira de la 2e réunion de ce type au cours du 6e mois de présidence britannique du groupe. La réunion de Liverpool sera l'occasion pour les grands de ce monde d'aborder les sujets d'actualité, notamment les tensions existantes entre la Russie et l'Ukraine. Les détails avec Sohila Akilal. Dans un contexte tendu marqué par les tensions militaires entre la Russie et l'Ukraine, se tiennent ce week-end les travaux du G7 à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre, avec la participation des ministres des Affaires étrangères, membres de ce forum international, dont le Royaume-Uni, la France, l'Italie, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Japon et l'Union européenne. Le rassemblement intervient quelques jours après que le nouveau chef des forces armées britanniques a lancé un avertissement sévère concernant le risque de guerre avec la Russie. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a de son côté déclaré que le Royaume-Uni viserait à nuire à l'économie russe s'il faisait une incursion en Ukraine, allant ainsi dans le sens de Joe Biden, qui a déclaré à Vladimir Poutine qu'une invasion russe entraînerait des mesures économiques fortes lors d'un appel vidéo entre les deux dirigeants. Les organisateurs disent que les violences contre les femmes dans les conflits, les problèmes de développement, l'Éthiopie et les Balkans occidentaux seront également abordés. Les ministres du G7 devraient aussi appeler l'Iran à cesser l'escalade nucléaire et à revenir à l'accord de Vienne. La sécurité, les droits fondamentaux, la prévention et la résolution des conflits sont également à l'ordre du jour. Et enfin, les discussions porteront également sur la réponse mondiale à la pandémie du coronavirus, la propagation du variant Omicron et le développement des vaccins. Russie, Ukraine, justement, il en est question dans ce sujet. Les déclarations fusent entre Moscou et Washington. Le temps monte après les déclarations du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui rétorque que ce n'est pas Moscou qui définit les relations avec Kiev. Leïla Gertel. Ni les vidéoconférences entre Biden et Poutine, et encore moins les discussions directes entre Blinken et Lavrov, n'ont réussi à apaiser les tensions sur la question ukrainienne. Bien au contraire, la question semble s'acheminer vers un sérieux blocage. L'Ukraine, un dossier sensible, délicat et explosif à la fois. Aussi, après toutes les menaces proférées à l'encontre de la Russie par les États-Unis, en l'occurrence le secrétaire d'État Antony Blinken avait menacé ouvertement, on continue de le faire, que, je cite, des sanctions seraient imposées à Moscou
en cas d'invasion de l'Ukraine, l'accusant même d'amasser ses troupes sur les lignes de front avec le Donbass. Et en dépit des démentis de Moscou, rien n'y fait, l'OTAN s'entête et sort sa dernière carte, celle de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Moscou rejette cette décision qui va à l'encontre des accords de Minsk. Le secrétaire général de l'OTAN rétorque et déclare, je cite, « L'OTAN rejette toute ingérence de Moscou sur une éventuelle adhésion de l'Ukraine. Une réponse jugée belliqueuse et provocatrice de l'avis des observateurs de la question. L'adhésion à l'OTAN a plusieurs fois été brandie par les États-Unis et l'OTAN comme un moyen de pression. Moscou, que rien ne fléchit, ne l'entend pas de cette oreille. Poutine a déjà mis en garde l'Occident contre tout faux pas en Ukraine qui pourrait lui être fatal. Santé, le Royaume-Uni se trouve dans une situation profondément préoccupante avec plus de 58 000 nouvelles contaminations au Covid-19 enregistrées hier, vendredi, un record du jamais vu depuis janvier, d'après le ministre du Logement Michael Gove, à l'issue d'une réunion de crise. Le nombre de cas de variant Omicron double tous les 2 ou 3 jours en Angleterre et peut-être même plus rapidement en Écosse, d'après le ministre. Dans ce contexte, le gouvernement britannique a annoncé qu'il n'y aurait aucune fête de Noël à Downing Street cette année. Alors que le variant Omicron progresse doucement aux 4 coins du globe, les autorités sanitaires européennes ont décidé de prendre le taureau par les cornes pour stopper sa propagation en imposant de nouvelles restrictions à l'image de ce qui a été décidé en Allemagne, en Slovaquie, considéré comme le mauvais élève en termes de vaccination, ou encore au Danemark, et où le quotidien des Danois a été complètement chamboulé par ces nouvelles restrictions et mesures sanitaires. Mohamed Amina Berkan. Une obligation vaccinale pour le personnel médical. C'est la mesure que vient de prendre l'Allemagne pour accentuer sa lutte contre la pandémie Covid-19. Les 2 chambres du Parlement ont adopté cette mesure qui donne aux salariés des hôpitaux, des maisons de retraite et des cabinets médicaux jusqu'au 15 mars pour se faire vacciner. La République tchèque, qui connaît l'un des taux d'infection les plus hauts du monde, a décidé de rendre les vaccins obligatoires pour les personnes âgées de plus de 60 ans à partir du 1er mars. L'obligation s'appliquera aussi au personnel de santé, aux policiers, aux pompiers et aux militaires. De son côté, la Slovaquie, mauvais élève de l'Europe en termes de taux de vaccination, veut remonter la pente en proposant un bonus financier jusqu'à 300 € aux plus de 60 ans qui choisissent de se faire vacciner. Au Danemark, où le nombre de nouvelles infections quotidiennes a désormais dépassé le pic de décembre 2020, les vacances vont arriver plus tôt et finir plus tard. Le télétravail est généralisé et la vie nocturne limitée. Après près de 2 mois sans restriction, le virage s'annonce difficile pour les Danois. La Banque mondiale annonce une aide de 280 millions de dollars via la réaffectation de financements émanant de fonds spéciaux pour la reconstruction de l'Afghanistan. La Banque mondiale administre l'ARTF au nom des partenaires donateurs. L'UNICEF et le Programme alimentaire mondial, 2 organismes des Nations Unies, sont bien implantés en Afghanistan et disposent de capacités logistiques sur le terrain permettant d'utiliser à bon escient ces fonds, d'après la Banque mondiale. C'est pourquoi ils recevront respectivement 100 millions et 180 millions de dollars. C'est demain que les habitants de la Nouvelle-Calédonie décideront pour un 3e et dernier scrutin le sort de l'archipel. Ce rendez-vous électoral a été précédé par un rejet de la juridiction française de reporter le référendum en raison de la pandémie du Covid-19. Conséquence du rejet, les militants pour l'indépendance ont demandé de boycotter le scrutin. Les détails avec Émile Touta. Le dernier chapitre des accords de Nouméa sera clôturé demain 12 décembre à l'occasion du dernier référendum pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Un 3e scrutin précédé par 2 rendez-vous qui ont vu le non l'emporter. Avant cette date, les indépendantistes ont introduit un recours auprès du Conseil d'État français afin de reporter le scrutin pour le mois de septembre 2022. En raison de la situation pandémique critique ces derniers jours et de la conjoncture sociale. Recours rejeté au cours de la semaine passée par la juridiction parisienne, ce qui a poussé les militants pour l'autonomie de l'île à appeler au boycott des urnes. La Nouvelle-Calédonie figure dans la liste du comité de décolonisation onusien lié par un processus d'autodétermination.
Un principe établi sur cet archipel du Pacifique depuis plus de 3 décennies, suite aux accords trouvés entre l'administration française et les parties calédoniennes en 1988. 10 ans plus tard, l'accord a été paraphé en 10 clauses et prévoyait 3 consultations électorales. Le dernier aura lieu le 12 décembre. Et on va parler sport, on va parler football. Comme vous le savez, dans quelques minutes, c'est le match qui opposera l'Algérie au Maroc à 20h pour les quarts de finale de la Coupe arabe des Nations. Et on va parler de ce match avec le chargé de communication de l'équipe nationale, Salah Beyhaboud, qui est en direct avec nous. Bonsoir, monsieur Beyhaboud. Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs. Qui sont les 11 de Majid Bouguera pour ce match? Les 11, nous avons le capitaine et gardien de but Raïs Boulfi. En défense, nous avons Ben Ayada Chetti et dans l'axe central Tougaï et Bedran. Au milieu de terrain, nous avons Ben Debra et Brizeg. Au milieu offensif, nous avons Belali. Oui. Nous avons Brahimi et Zeroupi. Voilà, c'est ça la composition de cette équipe ce soir. Et pouvez-vous nous décrire l'ambiance actuelle au stade avant ce match? Là, je me suis mis un peu en retrait par rapport au bruit parce que je ne pouvais pas vous transmettre mes ressentis à partir du stade, mais il y a quand même une bonne chambrée de supporters algériens qui fait du bruit. Donc l'ambiance elle est magnifique, sportive. De tout dans un fair play. Je pense qu'on aura droit à un match intense, bien disputé entre des équipes qui auront envie chacune de se surpasser pour aller en demi-finale. Merci monsieur Salah Beyhaboud de nous avoir accordé votre temps avant ce match qui se déroule donc à 20h. Vous êtes chargé de communication de l'équipe nationale. Au revoir. Au revoir. Alors, pour rappel, l'Égypte a renversé la Jordanie en prolongation et rejoint la Tunisie en demi-finale. Le score final est de 3-1. On rappelle que la Tunisie s'est qualifiée hier en battant le Oman sur le score de 2-1. Le Qatar, déjà qualifié, affrontera donc le vainqueur de ce soir, l'Algérie ou le Maroc en demi-finale. Et on va parler de Formule 1 avec le Grand Prix d'Abu Dhabi. Cette course du Grand Prix qui est prévue demain, dimanche à 14h, Max Verstappen a finalement surpris Lewis Hamilton pour décrocher la pole position de la 22e manche du championnat du monde, décisive dans le duel pour le titre entre les deux hommes. On va parler économie à présent. Plus de 3000 femmes, chefs d'entreprise ou porteuses de projets ont pris part à la première édition du Forum international de la femme organisé par la Confédération générale des entreprises algériennes sous le haut parrainage du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Imen Merad était sur place. Ce samedi, s'est tenue la toute première édition du Forum international de la femme au Centre de conférence internationale d'Alger. Organisé par la Confédération générale des entreprises algériennes et parrainé par le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune. Cette rencontre qui a regroupé 58 wilayas et 222 femmes du monde entier présentes en Algérie, de la Jordanie, du Liban, d'Irak, Syrie, Palestine, Égypte, de partout, même le Japon et l'Inde. Je les remercie à cette occasion. Cette rencontre sera axée sur 7 panels. Un forum sous le thème de la contribution de la femme algérienne à l'économie du pays, s'étalant sur 2 jours. Ont pris part à cette rencontre des femmes entrepreneurs, des start-up, des micro-entreprises ainsi que les autorités publiques. Nous sommes ici avec notre sœur en tant que femme et en deuxième lieu pour le rôle que joue la Confédération pour les femmes et l'économie nationale. En tant que ministre de l'Environnement, vous avez suivi notre intervention sur l'économie verte qui est synonyme d'avenir. Une première journée marquée par la présence d'un parterre de personnalités de marque. Au programme, des débats, des allocutions en présentiel et en visioconférence sous plusieurs panels et sur diverses thématiques. Les femmes sont des moteurs essentiels de la croissance, de l'innovation et de l'emploi. Elles contribuent grandement à l'économie, que ce soit au sein des entreprises, comme entrepreneuses ou travailleuses, et par le travail non rémunéré à la maison, où elles s'occupent
de leur famille, alors que cela n'est malheureusement pas toujours une responsabilité partagée. Il s'agira de formuler des propositions concrètes et d'identifier les handicaps socio-culturels et sociologiques qui freinent les efforts de la femme dans le processus du développement socio-économique du pays. Économie toujours, Madrid annonce des réductions de taxes et TVA importantes et accorde des facilitations importantes également afin d'attirer les investisseurs et porteurs de projets espagnols et étrangers exerçant leur activité grâce aux possibilités offertes par le télétravail. Mohamed Wali Ben Chaben nous donne plus de détails. Le gouvernement espagnol a adopté en Conseil des ministres des mesures s'intègrent dans un vaste projet de loi sur les startups qui prévoit une série d'incitations fiscales pour les investisseurs souhaitant soutenir des jeunes entreprises du secteur technologique. L'objectif est d'attirer des talents locaux et étrangers en favorisant l'installation en Espagne des télétravailleurs durant 5 ans en profitant du régime fiscal des non-résidents, souligne le ministère espagnol de l'économie. À l'instar de l'Espagne, plusieurs pays ont adopté des mesures ces derniers mois pour profiter de la manne économique représentée par les nomades numériques, dont le nombre a fortement augmenté avec la généralisation du télétravail lié à la pandémie de Covid-19. En Croatie, une loi a ainsi été votée en printemps 2021 pour permettre aux étrangers hors Union européenne d'obtenir des visas de résidence d'un an et d'être exemptés d'impôts sur le revenu. En Géorgie, un visa a été créé pour permettre aux travailleurs touchant au moins $2 000 par mois de vivre durant 1 an dans le pays. Un modèle également suivi par la Thaïlande, l'Islande et le Costa Rica. Et on va s'intéresser aux startups à présent. En Algérie, les startups sont sous les feux des projecteurs, jouissant d'un intérêt particulier de la part du gouvernement. Depuis bientôt 2 ans, le secteur gagne en importance et accroche ses premiers galons au niveau continental. Freire Batache. Les efforts consentis par l'Algérie en matière de développement des startups commencent à donner leurs fruits. En 2021, le pays est le champion maghrébin des levées de fonds, selon un classement africain établi par la base de données The Big Deal. La dernière opération de levée de fonds réalisée par notre champion de services de mobilité a propulsé l'Algérie dans le classement africain des levées de fonds pour les startups. Nous le félicitons et souhaitons vivement voir d'autres startups réaliser le même accomplissement. Avec 30 millions de dollars levés par des startups nationales, l'Algérie devance le Maroc avec 29 millions de dollars et la Tunisie qui n'a réalisé quant à elle que 23 millions de dollars d'opérations. La mise en place d'un environnement favorable à l'éclosion d'un écosystème permettant aux startups algériennes de fleurir passe notamment par la simplification du cadre juridique et institutionnel régissant les levées de fonds, notamment l'introduction en bourse. Les startups diffèrent dans leur modèle économique des entreprises traditionnelles. L'innovation disruptive, l'automatisation, voire l'ubérisation sont d'autant de techniques qui permettent à la start-up d'atteindre des vitesses de croissance inimaginables. La pleine réalisation de ce potentiel de croissance ne peut se faire qu'à travers l'injection des fonds nécessaires. Le crowdfunding constitue un autre moyen rapide et efficace de doter ces structures à la croissance exponentielle en capitaux propres. Donc, crowdfunding, c'est une forme de trust et pour l'écosystème et pour le fondateur ou l'entrepreneur. Cela veut dire que le projet est intéressant et il résout un... Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Plus que quelques minutes avant ce match donc, qui opposera le Maroc face à l'Algérie. Tout de suite, un point météo avec Emel Emeziane Zitouni. D'ici là, passez une excellente soirée sur A24 News.